Vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, saisie de la Cour pénale internationale par l'Union nationale des ordres des avocats algériens au sujet du génocide sioniste à Raza. Le président de l'UNOA nous a révélé tous les détails. Et du côté de la Cour internationale de justice, le vice-ministre sud-africain des Affaires étrangères affirme que la plainte déposée contre l'entité sioniste vise à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au génocide en cours dans la bande de Raza. Les rues ne désemplissent pas au Maroc. De nombreuses manifestations ont été organisées en soutien à la cause palestinienne, tandis que le Merzen se retrouve une nouvelle fois embourbé dans un scandale d'espionnage avec les Pays-Bas. Et enfin, le Sénégal s'enfonce de plus en plus dans la crise après la répression de manifestations au cours desquelles 2 étudiants ont été tués. Le président Macky Sall réitère son appel au dialogue pour trouver une issue pacifique. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de l'Union nationale des ordres des avocats algériens, Brahim Taïri, a révélé ce samedi des détails sur la saisine de la Cour pénale internationale par l'Alliance juridique issue de la conférence internationale d'Alger, la justice pour le peuple palestinien, au sujet des crimes commis par l'entité sioniste dans la bande de Raza. Brahim Taïri a confirmé lors d'une conférence de presse que les premiers rapports contre les personnes impliquées dans la commission des crimes de génocide contre le peuple palestinien étaient basés sur des déclarations des autorités de l'entité sioniste ainsi que de responsables des Nations Unies. Selon Maître Taïri, plus de 100 000 plaintes au total ont été déposées contre l'entité sioniste pour crimes contre l'humanité, dénonçant le génocide perpétré contre les Palestiniens à Raza. Il existe plus de 100 000 plaintes déposées pour dénoncer les crimes de génocide commis par l'entité sioniste. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'Union algérienne des avocats entre dans les couloirs de la Cour pénale internationale pour dénoncer les crimes de génocide. Et de son côté, Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon et initiateur d'une plainte collective contre l'entité sioniste, est revenu sur l'étude de comparaison entre préparations qui aborde justement les crimes commis en Palestine occupée et au Sahara occidental. Alors, on ne va pas faire une étude comparative du Sahara occidental et de la Palestine, mais pour moi c'est très simple. Ce sont exactement les mêmes principes et les mêmes réalités. Ce que je vois avec la Palestine, c'est qu'on nous oppose tout de suite, ah oui, il y a le terrorisme, la violence, chose qu'on n'a pas du tout sur le Sahara occidental, avec un Front Polisario qui a toujours été extrêmement pacifiste et légaliste. Mais je vois combien cet argument du terrorisme, il est factice, vu que quand je vois l'accueil qui nous est réservé dans les instances européennes pour le Front Polisario, on est traité pire que tout. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait aucun recours à la violence n'est pas du tout l'obstacle. En fait, la réalité, c'est pas le recours au terrorisme quelconque. C'est simplement des peuples qui veulent leur émancipation et qui s'opposent à d'autres qui vivent du vol et qui vivent de la colonisation. Plainte sud-africaine contre l'entité sioniste à la CIJ, le vice-ministre sud-africain des Affaires étrangères, Alvin Potts, affirmait dans un entretien à la télévision palestinienne que la plainte déposée visait à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au génocide en cours dans la bande de Raza, ajoutant qu'en tant que pays membre des Nations Unies et de la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud a mis un point d'honneur à démontrer l'importance de prendre au sérieux le comportement criminel de l'entité sioniste. Alvin Potts a également déclaré que son gouvernement a été la cible d'harcèlement et de chantage pour tenter de le forcer à changer de position, à ne pas se présenter au tribunal et à ne pas poursuivre une approche politique favorable au peuple palestinien.
Et puis la solidarité qui ne faiblit pas au Maroc. Le pays a vu vendredi l'organisation de dizaines de manifestations de masse, dénonçant la poursuite du génocide à Gaza et exigeant l'abolition de la normalisation entre le Merzen et l'entité sioniste. Les manifestants ont renouvelé l'appel adressé au gouvernement marocain à se retirer immédiatement de l'accord de normalisation avec l'entité sioniste. Ils ont également annoncé la poursuite de leur mouvement jusqu'à ce que l'agression contre Gaza cesse et que le peuple palestinien puisse enfin jouir de ses droits légitimes. Et ce nouveau scandale, on en parlait tout à l'heure en titre, dans lequel est embourbé le Maroc. En novembre dernier, un certain Abdelrahim El-M, qui travaille pour l'organisme néerlandais chargé de la sécurité de la lutte contre le terrorisme, a été arrêté à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol alors qu'il se rendait au Maroc. Il avait sur lui des supports de données renfermant des dizaines de documents secrets d'État des Pays-Bas. Les autorités estiment que Abdelrahim a donné ces secrets d'État au service d'espionnage du Merzen. On l'accuse d'avoir imprimé ces documents en utilisant le nom d'un de ses collègues et de s'être rendu à plusieurs reprises au Maroc. Les documents en question incluent des informations très sensibles provenant des services de renseignement néerlandais sur les espions marocains aux Pays-Bas. Dans son téléphone, on a également mis la main sur les contacts de 4 agents de ce service secret marocain, preuve, selon la police, qu'ils communiquaient directement avec eux. Crise en Libye, le gouvernement d'unité nationale a discuté vendredi des progrès réalisés dans la résolution du problème des déplacements internes et a examiné la feuille de route pour mettre fin une fois pour toutes au problème des déplacements. Il a été convenu au terme de cette réunion de former une équipe de techniciens pour préparer le plan détaillé de la feuille de route et sa mise en œuvre immédiate. Immigration clandestine, les patrouilles de la Direction générale des opérations de sécurité libyenne ont pu déjouer un trafic d'immigrés clandestins vers l'Europe via les côtes du pays. Selon un communiqué de l'autorité libyenne, les patrouilles ont réussi à arrêter 105 migrants illégaux à l'intérieur d'une résidence pour travailleurs expatriés utilisée pour des opérations d'immigration illégale dans la région d'Al-Alos, à l'ouest du pays. Les migrants en question sont originaires de 6 pays, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Mali, la Gambie et la Côte d'Ivoire, précisant que toutes les mesures judiciaires seront prises et qu'elles seront transmises aux autorités compétentes. Et de son côté, le président tunisien Kais Saïed a fait le point sur la participation de son pays à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il a rappelé à cette occasion la position tunisienne en faveur d'une solution libo-libyenne émanant de la seule volonté du peuple. Lors d'un entretien vendredi au palais de Carthage avec son chef de la diplomatie Nabil Ammar, Kais Saïed n'a pas manqué de souligner l'attachement de la Tunisie à l'unité de la nation libyenne, notant, je cite, que même si l'État libyen a été à un certain moment unilatéral, il a toujours été uni et que toute ingérence dans les affaires de la Libye ne fera qu'envenimer davantage la situation. Et dans le même contexte, Kais Saïed a aussi dénoncé les lenteurs administratives que rencontre la diaspora tunisienne. Il a donné dans ce sens des instructions afin de garantir une meilleure coordination entre les représentations de la Tunisie à l'étranger et les différentes administrations tunisiennes dans le but d'accélérer les services rendus aux citoyens de l'étranger dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Le Sénégal, secoué depuis plusieurs jours par le report controversé de l'élection présidentielle, s'enfonce ce samedi dans la crise après la répression de manifestations au cours desquelles 2 étudiants ont été tués. De son côté, le président sénégalais Macky Sall a réitéré son appel au dialogue pour trouver une issue à la crise. Permettre un passage de relais. Le dialogue, pour moi, peut démarrer à tout moment, à partir de la semaine prochaine, mais je pense qu'il y a des préalables si nous voulons qu'il soit une réussite. Et parmi ces préalables, c'est d'abord d'établir la confiance entre les acteurs et c'est l'apaisement. Il faut apaiser et aller au dialogue. Donc, peut-être d'ici quelques semaines, 1 ou 2 semaines maximum, si les acteurs l'acceptent, je constate avec beaucoup d'intérêt, de plus en plus d'acteurs qui sont d'accord pour l'idée du dialogue, ça veut dire qu'on peut arriver à quelque chose assez rapide.
Le président Macky Sall a par ailleurs déclaré être pour un processus inclusif, transparent et apaisé, ce qui, selon lui permettra de passer le relais au prochain président en douceur et en toute sérénité. Je suis pour un processus inclusif, transparent et apaisé qui permette un passage de relais dans la douceur et dans la paix. C'est ça qui est le plus important pour notre pays aujourd'hui. Vous avez raison, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui vit des moments extrêmement difficiles. Ce n'est pas au moment où moi j'ai fini mon terme que je vais m'inventer une nouvelle carrière de dictateur ou de non-démocrate. La réalité, c'est que s'il n'y avait pas eu ces contestations crescendo, malgré les manquements, on aurait pu aller vers les élections. Mais appeler à enjamber et à poser le débat pour que l'élection soit plus inclusive et plus transparente, je pense que c'est ça qui est essentiel et non pas un jour après ou 2 mois après ou 3 mois après. Dans son intervention, le chef de l'État sénégalais dira qu'il n'était pas contre une contestation, sans pour autant dépasser les limites qui permettent au pays de maintenir sa trajectoire démocratique. Regardez. Mon rôle en tant que président de la République, pour le temps qu'il me reste à la tête de l'État, c'est de toujours tendre la main et de dire aux acteurs politiques, faites attention, parce que nous ne sommes pas seuls sur la scène. Et si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, d'autres forces organisées le feront à leur place. Et là, ils perdront tous, le pays avec. Donc oui, il faut contester, il faut dire ce que l'on veut, mais il ne faut pas dépasser les limites qui permettent au pays de maintenir sa trajectoire démocratique. Si on n'est plus en démocratie, on sera dans autre chose. Allez, zoom sur la CAN 2023, juste après ce jingle, restez avec nous. Et oui, c'est déjà fini. La Coupe d'Afrique des Nations touche à sa fin avec une finale qui opposera demain dimanche le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, au Nigeria. Qui des éléphants ou des Super Eagles seront sur le toit de l'Afrique? Réponse demain à partir de 20h heure ivoirienne et 21h heure algérienne. Pour l'heure, je vous propose d'écouter les déclarations d'avant-match du camp ivoirien. On a là demain une belle opportunité pour garder la coupe à la maison. On sait que c'est très difficile quand vous organisez une CAN de remporter la compétition. Donc nous, demain, on sera à 90 minutes de faire cet exploit-là. Et par la même occasion, de rajouter une 3e étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire. Donc on va se préparer encore aujourd'hui pour faire cet exploit-là. Tout le monde a passé des moments assez compliqués après la défaite contre la Guinée équatoriale. Donc aujourd'hui, on a aussi un sentiment de... on revient de très loin. Donc pour nous, on n'a pas grand-chose à perdre, si ce n'est juste donner le maximum. On a eu la chance d'en avoir une seconde. Donc à nous de ne pas la gaspiller, de donner le maximum, de n'avoir aucun regret surtout. Même son de cloche du côté nigérian, objectif primordial pour la bande de José Peseiro, rester concentré le maximum pour décrocher une autre étoile. Nos joueurs savent ou doivent savoir qu'il faut prendre cette opportunité. Ce n'est pas facile de gagner la CAN. J'ai parlé avec eux et ils doivent se mettre dans la tête qu'il n'est pas facile de remporter la CAN. Si tu as cette opportunité, tu dois la prendre. Ils sont heureux parce qu'ils sont en finale, mais il faut gagner, il faut se battre à 100% et prendre cette opportunité contre une bonne équipe. Bien sûr, gros match chez eux, mais c'est une opportunité et personne ne sait quand une autre opportunité se présentera.
C'est l'une des meilleures CAN. Beaucoup de surprises du début à la fin. Le plus important est de gagner le match demain, parce que je crois que c'est le plus important pour nous en tant que Nigérians. On mérite depuis le premier jour. On va tout donner. We deserve it since from day one. So we are going out there to give all our best. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur A24 News. À demain.